Bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue à Illiers-Combray. Alors, bienvenue, Monsieur le Ministre, bienvenue, Madame le député. Illiers est heureux de vous accueillir aujourd'hui. Illiers, le fief de Florent d'Illiers, valeureux compagnon de Jeanne d'Arc, qui a participé activement à la libération d'Orléans, est devenu Illiers-Combray en 1971, le centième anniversaire de la naissance de Marcel Proust. Donc Illiers est très honoré de recevoir ce soir pour cette manifestation ô combien importante Monsieur le Ministre, et nous remercions Monsieur le Ministre et Madame le député d'avoir choisi Illiers pour cette manifestation ce soir. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à Madame le député. Chère Laure, à toi. Le reportage pour le journal local de la commune. Je suis délégué à la communication de la commune. Bonsoir à tous. Je voudrais vraiment d'abord vous remercier d'être venus si nombreux ce soir. Je ne sais pas combien vous êtes, mais plus que d'habitude dans la 3e circonscription, ça montre votre mobilisation pour cet enjeu essentiel de l'élection présidentielle de 2012. Merci ainsi d'afficher votre soutien indéfectible à notre candidat Nicolas Sarkozy. Je voudrais aussi remercier très chaleureusement, en votre nom à tous, Pierre Lelouch, notre ministre du Commerce extérieur, de sa présence parmi nous ce soir, après une journée bien remplie pour défendre l'action du gouvernement et mettre en valeur les entreprises d'Eure-et-Loir. Merci, cher Pierre. Merci de nous accorder de ton temps. J'y suis extrêmement sensible et nous y sommes tous sensibles. Ici, tous, nous allons être très heureux de t'écouter. Merci aussi, cher Jean-Claude Sédillot, Monsieur le maire d'Illiers-Combray, de ton accueil de cet après-midi et de ton engagement à nos côtés. Je voudrais aussi saluer naturellement les élus présents, Jean-François Monceau, conseiller général du canton d'Illiers. Je salue bien sûr les élus de la commune d'Illiers ici présents. Je vois le maire aussi Dolé. J'ai vu des maires, je ne vais pas tous les saluer parce que je vais les oublier, mais je suis sensible à votre présence et je vous remercie vraiment d'être là ce soir pour le lancement de cette campagne de l'élection présidentielle sur la 3e circonscription. Merci à vous tous d'être ici. Je veux vous présenter les excuses de Daniel Guéret, président de la Fédération départementale de l'UMP, de Josette Philippe, secrétaire général départemental de l'UMP, John Billard aussi, ainsi que mes collègues parlementaires. Cher Pierre, il regrette beaucoup de ne pas avoir pu se libérer pour t'accueillir ce soir, sois-en vraiment assuré. Je vais être brève, mais j'ai vraiment envie de vous dire ce que j'ai sur le cœur. De partager avec vous ce soir, alors que nous lançons la campagne de l'élection présidentielle dans la 3e circonscription d'Eure-et-Loir, ce que je pense de la situation aujourd'hui que nous vivons. La première chose, c'est que je suis étonnée d'observer la violence et l'injustice des opposants de Nicolas Sarkozy. Selon eux, il n'aurait rien fait. Il n'aurait pas tenu ses promesses. C'est en fait à peine croyable. Regardons le travail réalisé, car au contraire, il est considérable. Vous pouvez, vous devez être fiers de défendre un candidat ayant mené à bien de telles réformes structurelles en France. Il a véritablement préparé la France au XXIe siècle. Selon Alain Minc, en 2010, il y a déjà 2 ans, il disait « En 3 ans, Sarkozy a fait plus que Giscard en 7 et encore plus que Chirac qui n'a rien fait en 12. » Alors, c'est excessif et je sais que dans la salle, j'ai des Chiraciens. C'est un peu provocateur. Mais c'est parce que j'en ai assez qu'on dise qu'on n'a rien fait pendant ce mandat, alors qu'on a fait beaucoup plus de réformes qu'il n'y en a jamais eu faites depuis 25 ans, que la droite n'a mené. Concernant les reproches qu'on fait à Nicolas Sarkozy, j'ai toujours été frappée par la fragilité des accusations. Les critiques sont futiles, superficielles, souvent inconsistantes par rapport aux enjeux de gouverner la France alors que l'Europe et les États-Unis traversent la crise
la plus forte depuis plus de 80 ans. Et elles reviennent sans cesse dans les médias, sans cesse, comme si tous les journalistes lui en voulaient. Que lui reproche-t-on? Sa soirée aux Fouquettes, après la victoire aux élections? Ses liens avec les grands patrons? Ses réparties en langage trop populaire? Son franc-parler? Sa taille? En fait, contrairement à ses prédécesseurs, il dit les choses en toute simplicité, quitte à remettre en cause quelques idéologies sacralisées. Par exemple, sur les sanctions à la jeunesse délinquante. Est-ce un mal de remettre en cause ce principe sacralisé qu'il n'y aurait pas de sanctions à la jeunesse délinquante? Sur l'immigration incontrôlée, sur l'assistanat excessif. Il a en fait exprimé des vérités qui ne font pas partie de l'idéologie politiquement correcte. Et ça dérange. Il a décomplexé la droite, et cela ne plaît pas aux intellectuels de gauche, qui ont le leadership sur les médias en France. Et bien moi je suis contente, je vais vous dire, d'être décomplexée. Et j'espère que vous l'êtes tous aussi, vous qui soutenez le candidat Sarkozy. Je veux dire, c'est quand même incroyable qu'en France, depuis 68, on n'avait plus le droit de dire qu'on était de droite. Quelle est la réalité? 931 réformes en 5 ans. Et Nicolas Sarkozy a continué à imposer ce rythme de réforme, même en période de crise. Alors, je vais vous donner quelques arguments et je vais laisser Pierre nous parler du candidat, la façon dont il veut mener la campagne, du projet. Moi, je vais simplement vous donner quelques arguments parce que je pense qu'on en a besoin dans cette campagne. On a besoin de pouvoir dire avec fierté ce qu'on a fait et que les reproches qui nous sont faits sont totalement injustifiés. On lui a reproché d'augmenter le déficit public. Mais est-ce de sa faute s'il fallait absolument sauver l'économie française suite à la crise des subprimes, puis s'il fallait sauver la Grèce pour ne pas engager une spirale contre l'euro qui aurait été catastrophique pour tout le monde, et surtout pour les plus faibles, retenez ça, et surtout pour les plus faibles. La crise lui coûte cher aujourd'hui, car elle l'a obligé à nous endetter lourdement pour ne pas plomber nos emplois. On lui a reproché d'aider les banques, alors qu'elles ont leur part de responsabilité dans la crise. Oui, mais sans ce plan de sauvetage, les petits épargnants auraient tout perdu et le chômage aurait augmenté au détriment de l'ensemble des Français. De plus, les banques ont maintenant totalement remboursé avec intérêt les aides reçues. Mais les reproches continuent. On nous dit que vous avez donné de l'argent en banque. C'est faux. Et en plus, il fallait prêter cet argent en banque à ce moment-là. C'était indispensable pour sauver l'épargne des Français. On lui a reproché l'augmentation du chômage. Mais sommes-nous aveugles? La crise n'est pas de sa faute. Au contraire, il a réussi en France mieux que les Américains et que la plupart des autres pays européens à contenir le chômage. Celui-ci ne serait-il pas plus élevé avec des gouvernants de gauche qui, pour l'éviter, auraient, comme d'habitude, utilisé la vieille recette des milliards contre-productifs dans l'assistanat et le dépannage à court terme? Lui, Sarkozy, a privilégié le long terme en soutenant l'investissement. C'est courageux, car les résultats n'apparaîtront que plus tard. Mais c'était la bonne solution pour limiter justement le déficit public, ou plutôt l'aggravation du déficit public. On lui a reproché de favoriser les riches. Alors forcément, la France n'aime pas les riches. Mais c'est fou ça, c'est fou quand même. Comment peut-on espérer progresser et des valeurs de progrès si on n'a pas envie aussi de réussir dans la vie et aussi quand on a réussi, quand on a gagné de l'argent, ça permet de l'investir en France. En fait, peu de gens comprennent que son but n'est pas de faire des cadeaux aux riches, mais d'empêcher les gens fortunés de quitter le pays, d'investir ailleurs. Donc, d'avoir suffisamment de gens riches en France pour qu'ils investissent et créent du travail.
Il faut absolument comprendre que la lutte contre le chômage passe par l'existence d'un grand nombre d'entrepreneurs. Et soutenus dans leurs efforts, on lui reproche d'être le président des riches, mais il est au contraire le premier de nos présidents à avoir pris des mesures égalitaires importantes. Oui, on l'oublie. En effet, on lui reproche de favoriser le capital et de ne pas le taxer autant que le travail. Alors qu'il a fortement augmenté les taxes sur le capital, afin de les remettre à peu près au même niveau, 34,6% que ceux du travail, que des revenus du travail. Mais ça, personne ne le dit dans les médias. Personne n'est conscient que c'est ce gouvernement qui a presque, et là il a annoncé hier soir qu'il allait l'aligner complètement, il a presque aligné les revenus du capital, ceux du travail. Il faut que je vous dise qu'ils étaient 10 points de moins, ils étaient à 24,6 de moins sous Lionel Jospin. C'est passé inaperçu et nos opposants ont continué à nous accabler d'une image anti-pauvre qui continue, malgré les faits, à lui coller à la peau. Mais c'est oublié. Et c'est pour ça qu'on a besoin de parler, c'est pour ça qu'on a besoin de faire campagne, c'est pour ça qu'on a besoin de rétablir la vérité. C'est oublié qu'il a fait pour les plus démunis des Français une revalorisation de 25% du minimum vieillesse et une revalorisation de 25% de l'allocation pour adultes handicapés. On lui a reproché de ne pas tenir ses promesses. Et c'est très injuste, car non seulement il en a tenu beaucoup, mais il l'a fait dans une situation de crise inouïe que personne n'avait vraiment prévue avant son élection. Alors je vous le dis, je ne vais pas vous citer l'ensemble des réformes, je pense que nous aurons d'autres réunions pour ça et que vous avez tous hâte d'écouter Pierre Lellouche, mais moi j'ai confiance dans un candidat, non, j'ai confiance dans notre président, dans notre candidat, parce qu'il a su tenir la France dans cette période de crise mieux que les autres pays européens et mieux qu'on était en 2007 par rapport aux autres pays européens. Donc par rapport à la moyenne de l'Europe, on a progressé et on a fait des réformes structurelles pour l'avenir. Vous savez, un président, ça doit protéger les Français. C'est une obligation. Donc on a maintenu la protection sociale dans cette période de crise. Mais ça doit aussi, et c'est une obligation, et c'est peut-être ce qui n'a pas été fait depuis 25 ans, préparer l'avenir. Et nous avons préparé l'avenir. Nous l'avons fait avec la réforme de l'autonomie des universités. Nous l'avons fait en investissement sur l'innovation et la recherche. Nous l'avons fait avec les investissements d'avenir. Et bien, toutes ces mesures-là vont porter leurs fruits. Et moi, je veux vous dire, je ne vois pas comment on peut avoir en France un président autre que Nicolas Sarkozy aujourd'hui, dans tous les candidats qu'il y a. Et c'est certainement pas le favori aussi dans les sondages, aujourd'hui dans les sondages, qui change d'avis du matin au soir. Je ne veux pas dire qui ment, je dis qui change d'avis du matin au soir, mais qui n'est pas capable d'avoir une ligne politique fixe qui va être capable de gouverner la France alors qu'on est encore en situation de crise. Donc je veux dire, moi je vais m'engager dans cette campagne et je compte sur vous, mais à fond, parce que la France en a besoin. Nous avons besoin d'un président qui rassemble les Français et qui sache nous conduire à l'après-crise en ayant fait les réformes dont la France a besoin pour nos enfants, pour mes enfants, pour les vôtres, pour les Français. Merci. Est absolument indispensable. Et ce soir, vous êtes là, vous êtes vous-même déjà convaincu. Moi, je suis là avec Laure pour vous donner un certain nombre d'arguments, mais il faut que chacun, à son niveau, fasse campagne pour que nous puissions conserver nos trois députés de l'Eure-et-Loire, conserver bien sûr notre président de la République et continuer, amplifier le travail qui a été fait depuis presque 5 ans. Alors j'en viens justement à cela en saluant bien sûr le maire et le conseiller général et les remercier de leur accueil extrêmement chaleureux ici à Illiers. Si vous le permettez, je voudrais commencer par
par l'enjeu. Et peut-être avant de vous parler de l'enjeu de cette élection, vous dire quelque chose de très personnel, qui est que moi j'aime bien les campagnes électorales. J'aime bien l'odeur de la poudre et j'aime bien quand c'est difficile. Voilà, donc j'en ai vu des pas simples, celle-là elle n'est pas vraiment simple, elle est simple et pas simple, on va y revenir. Mais c'est un bon moment, j'aime bien la castagne, et là on va pouvoir s'en donner à cœur joie. Et il ne faut pas avoir de complexe. Hein, j'y revenir, vraiment pas avoir de complexe. D'abord, je crois qu'il faut être tout à fait conscient de ce qui se passe, de l'enjeu de cette élection. On a coutume de dire en France tous les 5 ans, avant tous les 7 ans, qu'une élection c'est un moment clé, c'est un moment crucial. Mais cette fois c'est vraiment crucial. C'est crucial non seulement parce que nous sommes dans une crise gravissime, et nous ne sommes pas du tout sortis, pas du tout. Pour se relever d'une situation pareille, je vais en dire l'origine, il faudra des années, et c'est toute l'Europe qui est malade. Attendez. Et on est surtout dans un grand mouvement de basculement du monde. C'est un mouvement tellurique. Je dis dans le livre que j'ai publié récemment, et que j'ai là, pour ceux que ça intéresse, c'est un peu de pub, c'était ma séquence page de pub. Un grand historien de l'Empire romain, qui s'appelait Arnold Toynbee, anglais, disait l'histoire se remet en mouvement. Ben, l'histoire s'est remise en mouvement. Voilà. Mais vraiment massivement. Puisque nous sommes ici au pays de Jeanne d'Arc et des supporters de Jeanne d'Arc, ça fait plus de 5 siècles, au fond, que nous, les Occidentaux, les Européens, considérons que nous dominons le monde. Et c'est vrai, ça a été longtemps vrai. Nous avons eu le monopole de la technologie, le monopole de la guerre, nous avons eu le monopole du commerce international, nous avons colonisé des pays entiers qui étaient bien plus grands que nous. L'Angleterre avait pris l'Inde, nous avions pris la moitié de l'Afrique, sans parler d'un tout petit pays comme la Belgique qui avait piqué tout le cœur de l'Afrique. Et pendant très longtemps, nos pères, nos grands-pères, à l'époque de Proust, juste à côté d'ici, les gens que vous voyez sur les photos déguisés en princes orientaux, ceux-là vivaient dans une époque où l'Europe était absolument dominante dans le monde. Absolument dominante. Ensuite, il y a eu les filles de l'Europe. L'Europe s'est suicidée en 14-18, elle a recommencé en 39-45, mais au fond, on a laissé les clés aux filles de l'Europe, c'est-à-dire à l'Amérique et à la Russie. C'était encore des puissances nées de l'Europe, blanches, européennes, et de tradition chrétienne, judéo-chrétienne. Mais mesdames et messieurs, ce monde-là, terminé. Terminé. Voilà. Depuis 30 ans que la Chine a explosé et a su réconcilier le capitalisme et le système totalitaire communiste, c'est ça qu'ils font. Depuis la chute du mur de Berlin, il y a déjà 23 ans, c'en est fini de l'ancien monde. C'en est fini, vous m'entendez? C'est le ministre de la mondialisation qui est venu. Moi, j'ai consacré ma vie aux relations internationales et je suis entré en politique pour défendre la place, parce que je suis obsédé par la place de la France dans le monde, et par la voix de la France dans le monde. Mais nous avons changé de monde. D'énormes basculements de puissance sont en train de se faire aujourd'hui. La Chine, à l'issue du prochain quinquennat, dans 5 ans, sera la première puissance économique mondiale. Ce mois d'octobre dernier, nous sommes passés à 7 milliards d'êtres humains. La France, 65 millions, moins de 1%. L'Europe, moins de 500 millions de personnes vieillissantes. En face, une Afrique qui va doubler sa population à 1,5 milliard d'hommes, avec un potentiel migratoire de 500 millions de personnes. Attendez, on a changé de monde, mesdames et messieurs. Et ça fait un moment qu'on a changé de monde. Simplement, qu'est-ce qu'ils ont fait, les anciens? Moi, je les appelle les anciens riches. Les Américains, les Européens, les Japonais, depuis 30 ans, qu'est-ce qu'on a fait?
pour garder notre niveau de vie, qu'est-ce qu'on a fait? Alors que les autres arrivaient. Attendez, 2 milliards de personnes, 2 milliards de travailleurs sont entrés dans le marché de la production en 30 ans. Sans précédent dans l'histoire. Pour garder notre niveau de vie en produisant moins, qu'est-ce qu'on a fait? On a emprunté. On a emprunté massivement. L'Amérique a emprunté, mais comme l'Amérique elle a un privilège majeur qui est d'échanger le droit d'imprimer des dollars en échange de la protection. La plus grande armée du monde, et donc elle protège des zones tiers comme l'Asie par exemple, et elle a ce droit exorbitant qui consiste à imprimer des dollars. Quand il n'y a plus d'argent pour payer les Chinois, on imprime 800 milliards de dollars. Les Japonais, ils ont une dette, nous on est pas loin de 80% de notre PIB, les Japonais 200%. À une différence près, c'est que la dette japonaise, elle est la propriété des Japonais eux-mêmes. Et qu'ils gardent une très forte capacité industrielle chez eux. Oui, il y a les Européens qui sont faits, les Européens. Ben, ils ont emprunté aussi. Nous surtout. Nous surtout. On a beaucoup emprunté. Surtout depuis Giscard. Giscard, Mitterrand. Mitterrand a alourdi la barque avec le cadeau de la retraite à 60 ans, puis après on est arrivé 39 heures, puis 35 heures. Et Chirac, franchement, moi j'étais le conseiller diplomatique de Chirac, puis à son élection, j'ai rompu avec lui, j'ai vu qu'il n'allait rien faire. Vous savez, le panneau qu'on met dans certains endroits, veuillez laisser cet endroit dans l'état où vous l'avez trouvé, c'est à peu près ça. Pas déranger, ça pourrait faire des vagues. La France est une vieille dame, faut pas bouger la vieille dame. Moi j'ai entendu dire ça. Donc aujourd'hui on paye tout ça. Nicolas il a pas eu bol parce qu'il a été élu au mois de mai 2007, au mois de juin commençait la crise des subprimes et au mois de juin suivant il y avait la faillite de Lehman Brothers qui est l'équivalent du crash de 1929 et qui a failli mettre par terre l'ensemble du système financier mondial et il s'en est fallu que lui et Gordon Brown à l'époque montent en Europe des pare-feux contre les bêtises qu'avaient fait les Américains parce que l'administration américaine était convaincue qu'il fallait faire un exemple en punissant une banque, elle a failli faire casser la planète tout entière. Mais bon, on est rentré dans la crise, on y est toujours. Cette crise en Europe, elle est aggravée par le fait que nous sommes 27 pays, avec les mêmes droits, et à l'intérieur de la zone euro, 17 pays. 17. Avec une illusion qui est que tout le monde est égal à tout le monde, avec une autre illusion qui était qu'avec une monnaie commune, tout le monde serait vertueux, dès lors que tout le monde respectait les deux critères, les deux fameux critères de Maastricht, les 3% et les 60%. Il y avait donc deux lignes jaunes sur les déficits. Si tout le monde respectait les déficits, tout le monde allait être vertueux, c'était formidable. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les pays n'ont pas changé. Un Grec, c'est toujours un Grec. Si les Grecs étaient des Allemands, ça se saurait. C'est comme les Marocains, si c'était des Chinois, ça se saurait aussi. Donc, il y a des nations, chacune avec sa personnalité. Il y a le fait que la puissance dominante industrielle en Europe, l'Allemagne, a, elle, pu exporter beaucoup plus facilement avec une monnaie commune, nous aussi d'ailleurs. Et que, progressivement, le fossé s'est agrandi entre ceux qui gagnent dans la mondialisation et ceux qui perdent. Nous, en France, on est habitués depuis plusieurs années à entendre tout le monde dire de Madame Le Pen à Monsieur Mélenchon, à Monsieur Montebourg, « Ah, c'est terrible, la mondialisation, c'est une horreur, une punition, on va perdre nos emplois, on va perdre, délocalise, c'est une horreur. » C'est vrai qu'il y a une partie d'horreur là-dedans. Mais il y a d'autres, si vous regardez d'autres pays européens, ils s'en sortent très bien. Parce qu'ils ont fait des réformes. Et de toute façon, dire que la mondialisation c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste la réalité du monde tel qu'il est et qu'il va rester pour nos enfants et nos petits-enfants. Je vais vous donner une anecdote. L'été dernier, je crois que j'avais une réunion avec les entreprises françaises et chinoises à Paris, avec l'un des 9 empereurs de Chine. Ils sont 9 pour diriger ce pays de l'immense de 1,3 milliard de personnes. 1300 millions de personnes. Moi, je les ai connus il y a 30 ans, la première fois que je suis allé en Chine, ils étaient tous habillés en vert, en pré-hiver, avec des vélos.
Aujourd'hui, vous faites un voyage tous les ans en Chine, vous ne retrouvez même plus les mêmes villes. Et ils sont en train d'acheter à tour de bras tout ce qu'ils peuvent acheter à travers le monde. Bon, bref, l'un des patrons de Chine était en face de moi, et je lui dis, écoutez, on a un problème. Le type qui venait de faire le discours pour les entreprises, français, parlant couramment chinois, président de Schneider Electric. C'est ce qu'il a fait, le gars? Il a déménagé avec femmes, enfants, tout son quartier, tout son board, tout son conseil exécutif de Schneider Electric, il est maintenant installé en Chine. J'ai dit, mais attends, si toutes les boîtes françaises s'installent en Chine, je fais quoi pour l'emploi? Et donc je dis aux Chinois, je dis, vous savez, monsieur le secrétaire du parti, tous les matins quand je me rase, j'ai un problème, c'est que vous êtes mon plus gros déficit, moins 26 milliards d'euros. Et ça ne peut pas continuer comme ça parce que c'est en train de détruire des emplois, c'est en train de créer de grands problèmes chez nous, et en plus des conséquences politiques, puisqu'il y a même des socialistes maintenant qui disent qu'il faut démondialiser, il faut fermer les frontières. Et le gars me regarde et me dit, mais attendez, ce sont vos entreprises qui veulent venir en Chine. C'est elles qui veulent faire installer leur technologie. Nous, au début, on a eu peur de la compétition, mais elles sont toutes attirées par notre marché. Et il me dit, démondialiser 1,3 milliard de Chinois, vous voulez nous mettre où? Sur la planète Mars? Je vais vous donner une autre anecdote. Il y a un mois ou deux, j'étais au Mexique. Et lors du déjeuner, j'étais avec les avocats de Florence Cassé, et puis il y avait l'ancien ministre des Affaires étrangères, des gens très sophistiqués, très intelligents. Ils me disent, mais ce que les Français et les Européens n'ont pas compris, c'est que c'est notre tour maintenant. C'est notre tour. Au Mexique, il y a 12 000 morts par an violents à cause de la drogue. Ils devraient être sinistrés, horrifiés. Les Mexicains, ils ont un moral d'acier, tout comme les Brésiliens, tout comme les Argentins, tout comme les Coréens. Parce qu'ils se disent, c'est notre tour. Et qu'est-ce qu'il me dit, le ministre mexicain? Il me dit, c'est marrant, pendant 30 ans, vous êtes venus nous donner des leçons. Le FMI débarquait à Mexico et nous expliquait qu'on était très malades. Mais les vrais malades, c'est vous les malades. Mesdames et messieurs, si nous ne prenons pas les mesures pour nous adapter au monde, nous sommes foutus. Vous m'entendez? Parce que le monde, il ne va pas attendre la France. Le génie français, il existe à condition qu'il se mette au travail. Si le génie français consiste à attendre que ça se fasse tout seul, ça va être un désastre. Et c'est pour ça que je reviens à l'enjeu et que je dis que cette élection, c'est 1958. C'est De Gaulle ou pas De Gaulle? Vous vous souvenez de l'état de la France à l'époque? Au sortir de la 4e République, en miettes, désindustrialisé, un pays qui allait mal, qui avait été occupé, qui était en guerre coloniale, des décisions majeures ont été prises à partir de 1958 pour remettre ce pays sur pied, sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique. Et De Gaulle, il a su tailler à la France vraiment à coup de coude, avec la bombe atomique, avec la politique industrielle de l'époque, avec notre politique agricole de l'époque, il a reconstruit un pays qui est devenu le pays pivot de l'Europe avec l'Allemagne. Si maintenant, nous rentrons dans autre chose que cet effort national que nous devons faire pour être à niveau avec la compétition mondiale, et non pas la refuser, sert à rien de dire je vais maintenant. Vous vous souvenez du gars Stéphane Hessel, le charmant ambassadeur de France, 92 ans, parfaitement respectable, il écrit 13 pages, incohérentes, indignez-vous. Ils sont indignés. Ok, on va s'asseoir, on va s'indigner. Ouais. L'autre il dit démondialiser, ok, on va interdire les Chinois. On va s'indigner. C'est comme si vous voulez interdire la ligne jaune sur les autoroutes. Parce que ça, pour enlever les accidents, on va enlever la ligne jaune. Pour enlever les incendies, on enlève les extincteurs. Ben là, on va démondialiser et on va s'indigner. Ou bien, on va faire comme M. Hollande, on va réenchanter le rêve français. Ouais, pas mal. 50 milliards d'impôts et le rêve français.
Ce matin, Delanoë dit, pour les vieux, on enlève la TVA de Sarkozy, et pour les autres, on augmente de 25% la rentrée scolaire, l'allocation rentrée scolaire. Punaise, quel programme! Moi, je suis chinois, je me roule par terre, quoi. Réenchanter le rêve français. Mesdames et messieurs, c'est un cauchemar, ces gens-là. Ils sont en train de dire au peuple français qu'il y a un rêve. Il n'y a pas un rêve, il y a une réalité. Et ce que fait M. Hollande, c'est simplement jouer sur le rejet de la personne de Nicolas Sarkozy, puisque la presse, toute la journée, tape là-dessus, avant même son élection. Moi, je me souviens, entre les deux tours, un magazine avait sorti une cover marquée « Il est fou ». Moi, je sais, j'étais dans son équipe de campagne, je me souviens très bien. La violence dont il fait l'objet depuis des années est incroyable. Ça rappelle les années 30. Le seul programme de la gauche aujourd'hui consiste à taper sur la personne du président de la République et surtout ne rien avancer. Ou alors avancer tout et le contraire de tout. Face à cette situation, nous avons tout le monde contre nous. Nous avons une étrange coalition de tous les anti-Sarko. Pas une élection, c'est anti-Sarkozy. Ils veulent transformer cette élection en référendum anti-Sarkozy. C'est vrai pour Mélenchon, c'est vrai pour Mme Le Pen, c'est vrai pour M. Hollande, et c'est partiellement vrai pour M. Bayrou, jusqu'à ce que M. Bayrou lui-même veuille bien s'expliquer sur ce qu'il fait dans cette campagne et sur ce qu'il porte pour la France. Et voilà des gens qui passent leur temps à dire que tout va mal. Je cite, que tout se dégrade. Il a dit au Bourget, tout se dégrade. La France se dégrade. Mais mesdames, messieurs, moi, Laure était là. On était à Tripoli ensemble, en Libye. J'ai vécu en Libye un des moments les plus forts de ma vie politique, de 20 ans que je fais de la politique. Les gens se jetant sur nous, en nous embrassant dedans, merci la France, merci Sarko. Quand a-t-on vu, depuis De Gaulle, un peuple entier embrasser le drapeau français et dire merci la France? Tout se dégrade. La semaine dernière, j'étais en Israël et dans les territoires palestiniens. Ils sont en désaccord sur tout. Sauf sur un point. Les dirigeants israéliens, comme les dirigeants palestiniens, ont dit « J'espère qu'il va gagner. J'espère qu'il va gagner. » Si vous allez à Berlin, si vous allez à Londres, si vous allez à Madrid, le seul dirigeant européen à côté de Merkel qui est vraiment important dans la période où nous vivons, c'est Nicolas Sarkozy, y compris jusqu'aux États-Unis. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Quand vous voyez la chancelière d'Allemagne faire le geste sans précédent dans l'histoire, vous m'entendez? Sans précédent. C'est mon métier, la politique étrangère. Chancelière d'Allemagne prend position pour le président de la République, ouvertement, à la télévision française. Obama lui-même s'affichait avec Sarkozy à la télé française. C'est que ces gens-là se disent, attention, si la France bascule dans n'importe quoi, ça va devenir vraiment, vraiment ennuyeux pour l'Europe et pour toute l'économie mondiale. Le pivot qui tient tout le système dans cette espèce d'océan de tempête où nous sommes, c'est le coup franco-allemand et c'est la personnalité de Nicolas Sarkozy. De mettre M. Hollande, franchement, ce serait un problème. D'autant qu'Hollande, il n'a rien à dire. Mais rien à dire. Qu'est-ce que c'est que cette politique qui passe son temps, d'abord, qui démarre par une erreur massive de diagnostic? Je sais pas, moi je fais de la politique, je suis passionné par mon pays. Le maire, Laure, moi, l'un quelconque d'entre vous se disent, ok, je vais être candidat à l'élection présidentielle. Quel est le problème de mon pays aujourd'hui? Qu'est-ce que je dis aux Français? Qu'est-ce que je dis aux Français? C'est quoi le diagnostic de la situation du monde pour les 20 années qui viennent? Quand on est président, on veut construire sur 20 ans. Qu'est-ce qu'il dit Hollande? Je n'ai qu'un ennemi, la finance internationale. Merde. La finance internationale? C'est vraiment ça le problème de la France? Quoi, on est de retour au cartel des gauches 1924? La plutocratie, le complot cosmopolite mondial, les 200 familles, je sais pas quoi, le complot financier contre la France. C'est ça l'ennemi de la France, la finance internationale. Mais on est chez les fous. Et c'est lui qui a dit, et le monde dit, discours sérieux, programme sérieux, discours sérieux. C'est ça le diagnostic du pays. Et on n'a pas d'autre problème que ça. C'est pas possible de fourvoyer
un pays mature comme la France en disant mon adversaire c'est la finance, et vous savez quoi, au passage, le président c'est le copain des riches. Vous voyez? Ergo, la finance internationale, et Sarko c'est son représentant. Voilà, la boucle est bouclée, et lisez-moi parce que je suis sympathique. Mais c'est pas un peu court ça comme programme? Surtout que le même homme, il change d'avis, mais tous les jours, sur tous les sujets. Ceux qui font, je sais qu'il y en a moins, ceux qui aiment la chasse et les beaux vêtements de chasse, savent qu'il y a une marque britannique qui appartient d'ailleurs maintenant à un groupe de luxe français qui s'appelle Holland. Ils font des fusils très chers, je ne suis pas assez riche pour en payer un, mais Holland. On ne dirait pas Sarko, mais j'ai envie de dire Holland, sur tous les sujets, Holland. Je vais vous donner un exemple, sur l'immigration. Il dit, ben non, je vais enlever le mot immigration du ministère de l'Intérieur. J'enlève le mot immigration. Et après, il dit quand même, mais alors vous allez faire quoi? Vous allez régulariser, pas régulariser? Il dit pas. Mais on sera... mais par contre, il dit, on va faire le vote des immigrés aux élections. En disant, il faut quand même qu'ils contrôlent la dépense publique. Parce qu'ils travaillent, comme ils payent des impôts, ils ont le droit de vote. Ah bon? Donc si on ne travaille pas et qu'on ne paye pas d'impôts, on n'a pas le droit de vote. Donc on vient au système censitaire. Le droit de vote, dans les relations internationales, il est basé sur un principe qui est la réciprocité. Moi, je n'ai pas le droit de voter à Casablanca, je n'ai pas le droit de voter à Moscou, je n'ai pas le droit de voter à New York, même si je suis là que pour une période transitoire. Et encore moins quand je suis résident. Je n'ai pas le droit de voter. Bon. Monsieur Hollande, lui, il a inventé ça. Un autre exemple qui m'a beaucoup amusé, c'est la fusion CSG, impôt sur le revenu. Il a changé 2 fois d'avis pendant tous les mois qui viennent. Il dit, on va fusionner les 2 impôts. Aujourd'hui, on apprend que dans le site du PS, le mot fusion n'est plus utilisé parce qu'ils se sont rendus compte que si on fusionnait l'impôt sur le revenu et la CSG, les grands perdants c'était les classes moyennes. C'est-à-dire que toute famille, tout foyer fiscal avec 26 000 euros de revenus par an, c'est quand même pas le bout du monde, seraient les premières victimes d'une fusion CSG impôt sur le revenu. Sur la laïcité, c'est pareil. Il veut inscrire la laïcité dans la Constitution, elle y est déjà, mais quand il s'est agi de voter la loi sur la burqa, il l'a voté contre. Sur l'Europe, c'est magnifique, parce que là, il y a eu un très bon exercice il y a 2 jours à l'Assemblée nationale. Au bout de 2 années de négociations, Dieu sait difficile et coûteuse, on a réussi à trouver un bouchon temporaire, je pense d'ailleurs, pour éviter la faillite de la Grèce et probablement l'effondrement de la zone euro. On ne peut pas se permettre. Donc, tout le monde y est allé d'un traité qui durcit les règles, mais très sévèrement. On a mis la Grèce sous tutelle, on a mis des objectifs extrêmement durs, et on a dit, ok, on va éventuellement vous prêter de l'argent et on va faire un fonds de réserve. Qu'est-ce que font les socialistes? Ils disent, on va voter. On est pour l'Europe, on est pour la solidarité avec la Grèce, on est pour la zone euro, mais ils se sont abstenus. Et qu'est-ce qu'il dit Hollande? Il dit, ben moi, je vais renégocier le traité. Si je suis élu, je renégocie le traité. Il renégocie quoi? Avec ses petits bras, il doit renégocier le traité pour faire quoi? Ben, il dit, il n'y a pas assez de croissance. Pourquoi la croissance? Il va l'écrire dans le traité, la croissance? Ça s'écrit, la croissance, dans le traité? Ou bien c'est le résultat de toute une politique économique, fiscale, sociale, éducative qui fabrique de la croissance? Le type, il dit, non, c'est bien, mais c'est pas assez bien. Pareil sur les Chinois, ça a été grandiose. Le Chinois, il a dit, moi, avec mes petits doigts, eh ben, avec mes petits bras, j'ai forcé les Chinois à convertir le yuan. Bon, il envoie Fabius en Chine. Fabius en Chine, il a duré 6 heures. Les mecs l'ont mis dans l'avion, ils lui ont dit, monsieur, il est content de vous voir. Donc c'est ça Hollande. C'est assez bidon. Maintenant, c'est totalement flou. C'est d'ailleurs pour ça que Mme Merkel est extrêmement nerveuse. Et puis, il y a quand même un dernier truc qui, moi, me gave avec nos amis socialistes. Je vais vous dire, honnêtement, pour moi, la politique, c'est pas de la guerre civile. D'ailleurs, là, on voit bien, j'ai plein
prend les gens comme ils sont, avec beaucoup de respect, on est tous français, on essaye, il n'y a pas de vérité absolue. Et donc moi je ne suis pas en guerre civile avec les socialistes, ou les communistes, ou je ne sais qui. Simplement, moi j'essaie de faire de la politique en parlant à la tête des gens, pas en dessous de la ceinture. Parce qu'on peut jouer sur les réflexes en dessous de la ceinture. Les réflexes de haine, de peur, de xénophobie, on peut jouer sur la peur. Moi, au contraire, j'essaie de parler à la tête des gens. Mais ce qui est donc, je trouve d'autant plus insupportable, cette propension des socialistes à considérer qu'eux seuls sont propriétaires de la morale publique. Et là, ils montent sur le sommet de la montagne, et là, ils délivrent des messages de bienséance et de morale publique. Toute la journée. Vous lisez, ça dégouline de leçons de morale. Les éditoriaux de Jacques Julliard, de tous les bien-pensants du Nouvel Ordre, de Libération, du Monde, j'en peux plus. Martine Aubry, l'autre jour, disant Sarkozy n'a respecté aucune de ses promesses, c'est une forme de corruption politique. Corruption. Oh, va voir du côté de Marseille, M. Guérini. Monsieur Guérini, qui est complètement maqué avec la mafia, le grand banditisme. Il n'y a pas un marché propre à Marseille, du Conseil général, et de la région, l'ancien garde des Sceaux de Mitterrand, M. Bouzel, jusqu'aux yeux, avec Mme Andrieux, députée socialiste jusqu'à ce jour, elle a détourné 720 000 € d'argent public pour payer les soi-disant militants de sa circonscription, à lui tenir, à monter des faux contrats publics. Tout le monde le sait, naturellement les députés socialistes, les premiers. Quant à la morale publique, Hollande, il devrait tous les matins passer à l'église, remercier que le 14 mai dernier, le précédent favori, qui était à 65%, rappelez-vous, en mai il était à 65% DSK. 14 mai, et hop, Hollande est candidat. C'est pas de la magie, ça. Moi, j'ai battu Strauss-Kahn, c'est mon premier mandat en 93, je l'ai battu à Sarcelles, donc je connais bien. Et je me faisais une joie d'aller contre Strauss-Kahn à la présidentielle. Malheureusement, il a été empêché. Mais Hollande, quand il donne des leçons de morale publique, quand même, le bâtiment, le BTP, les Francs-Mac, le chef de la police du département du Nord-Pas-de-Calais, le chef de la police de Lille, qui était le gars qui écrivait le programme socialiste avec le député socialiste Urvoas. Plus de dos la Saumur. Ça fait quand même une sacrée association. Tout ça pour organiser les loisirs du roi du monde à Washington. Bon. Maintenant, on peut savoir s'il savait que c'était tarifé, pas tarifé. Quel bel exemple de moralité publique. Hein, le BTP disant, bah, vous comprenez, moi j'en avais prévenu mes chefs parce que quand même, le gars il allait être président de la République. Alors c'était normal de payer pour ses buts. Hein? Moi, vous savez, je suis du Sud. Alors, dans le Sud, on dit, avant de donner des leçons de morale, celui qui grimpe au cocotier, il a intérêt à avoir le cul propre. Oui. Donc, pour être clair, on est dans une situation historiquement sérieuse, importante, sérieuse. On a toute une collection de gens qui tapent sur Sarkozy du matin au soir en disant « les Français l'aiment pas, donc c'est un référendum anti-Sarkozy ». Ils ne disent absolument rien sur ce qu'ils vont faire. Rien. Rien. Quand ils disent immédiatement le contraire. Sur les impôts, sur l'Europe, sur le libéralisme. L'autre jour, Hollande, il donne un discours, une interview au Guardian à Londres, et il dit le contraire à Paris. Thatcher à Londres, Jaurès à Paris. On en est là. Et maintenant, il reste le peuple français. Et on nous dit, mesdames, messieurs, circulez, comme disait mon vieil ami Philippe Séguin, les gars, c'est fait. L'élection, elle est faite.
Voyez pas le deuxième tour. Du temps de Schröcken, c'était 65-35. Bon, avec Hollande, on a progressé, c'est plus que 58-42. Maintenant, ça redescend, 54. Je dis, mais c'est de toute façon, les commentateurs, ils ont dit, bon, premier tour, ça se resserre un peu, mais bon, c'est mort quand même. Hein, vous n'avez pas le moral, hein, vous êtes morts, hein, vous êtes morts. Tous morts. Ben, je vais vous dire, moi j'en suis à ma 4e campagne, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, mais jusqu'à présent, je les ai toutes gagnées, en fait. Hein. Chirac 95, 2002, 2007. Regardez où on en est là aujourd'hui. La gauche, au premier tour, tout candidat confondu. Mélenchon, joli, ineffable. Mais d'où ils l'ont sorti, celle-là? Maman. Fait peur. Joli, Mélenchon, lequel d'ailleurs que j'ai convoqué en duel une fois à la télévision de provocateur. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et bien sûr Hollande, vous mettez les trois ensemble, vous savez à combien ils arrivent? Tout mouillé, 41%. Autrement dit, dans notre pays, la droite est majoritaire, 60-40. Et vous êtes mort de peur? Vous êtes mort de peur? Les Français détestent Sarkozy, donc on a perdu d'avance? Non. Bon, voilà. Alors à partir de là, sachant qu'ils n'ont rien à dire, sauf un référendum anti-Sarko, et qu'ils sont minoritaires, et qu'ils le savent, donc ils disent rien. Mais qui disent rien. C'est comme un match de boxe, cette campagne, où il y a un gars dans le ring qui dit viens qu'on s'explique, et l'autre il tourne. Il tourne, il fait le gentil, et il tourne, et surtout il dit rien. Il dit le contraire. Je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là. Le jour où Sarko l'attrape, il le défuse. C'est ce qui est en train de... Alors maintenant, je vais vous parler justement de Sarko et de ce qu'on a fait depuis 4 ans. Parce qu'on a travaillé quand même depuis 4 ans. Ce qu'on a fait en matière de sécurité, malgré la montée d'une criminalité compliquée, pas seulement la drogue, mais l'élargissement de l'Europe, je ne peux pas vous dire à quel point ça nous pourrit la vie, avec un problème dont j'ai eu à m'occuper qui est le problème des Roms. Hier, j'étais en Seine-Saint-Denis, 5000 Roms stockés en Seine-Saint-Denis, sachant que le nombre d'agressions quotidiennes, d'actes de vol par Rome, c'est de l'ordre de 10 dans la journée, ça vous fait 50 000 faits dans la journée. Donc on a, malgré tout ça, essentiellement tenu la criminalité. On a une situation qui est en baisse pour la 9e année compétitive. 9e année consécutive. On a fait la fusion police-gendarmerie. On a installé contre les socialistes la vidéoprotection. Contre les... Maintenant, ils la demandent à Paris. Et ils étaient contre. On a installé des peines planchées. Là aussi, Hollande, il a changé 3 fois d'avis là-dessus. Quel est son avis sur les peines planchées? On ne sait pas. Il a dit tout et le contre. On a modifié la carte judiciaire et on a installé des jurys populaires dans les tribunaux correctionnels. Sur l'immigration, pour la première fois, on est en train de mettre des contrôles sévères à l'immigration, même légale, y compris au regroupement familial. Pourquoi? Parce qu'on a 2 800 000 chômeurs en France et que 24% des étrangers non communautaires sur le sol français ne travaillent pas. Et que peut-être qu'il est temps d'arrêter d'ouvrir des vannes à une immigration de gens qui ne travaillent pas. Voilà. Et que ces règles, aussi élémentaires que ça, sont pratiquées par tous les grands pays d'immigration, aux États-Unis, au Canada, en Australie, et donc qu'elles pourraient s'appliquer en France. Et le fait même d'en parler, c'est quand même pas se faire traiter de facho, comme le fait Claude Guéant. Et ça, je dois vous dire que je suis tout à fait scandalisé, parce que là encore, du haut de sa colline morale, la gauche interdit qu'on pose ces problèmes, parce qu'elle sait très bien que ça nourrit le Front National, et que le Front National, c'est son agent électoral. Ça, c'est vrai. Comment est-ce que le prédécesseur de l'or a été battu? Dans une triangulaire Front National. Hein, vous ne trompez pas. Le vote des étrangers, les vannes ouvertes à l'immigration, ça c'est un appel au crime, c'est un appel à une France qui n'en peut plus d'une immigration incontrôlée. Nous la contrôlons, et nous en sommes fiers. Et puis surtout, je voudrais vous parler 2 minutes d'économie quand même. Le problème que nous avons,
c'est un problème d'écart de compétitivité et de gestion de nos finances publiques. Il n'y a aucune fatalité à ce qu'un pays qui a su construire l'église d'Illiers ou la cathédrale de Chartres, qui sert de cadre, qui sait construire des rafales. D'ailleurs, quand on vend les rafales, c'était dur de les vendre. Comme par hasard, l'hémicycle du côté socialiste, ils font la gueule. Quand on perd le triple A, ils s'exclament de joie. Voilà le réflexe. Mais il n'y a aucune raison, pour en venir au génie français, il n'y a aucune raison qu'un pays comme la France, où il y a cette créativité, cette productivité, qui est reconnue par tous les investisseurs en France. Vous savez que dans ce département, qui est un département exportateur, l'essentiel des exportations se font sur 50 grandes compagnies, cosmétiques, pharmacie et bien sûr agroalimentaire en particulier. Sur les 50 premières exportatrices de Loire, 32 sont des filiales de sociétés étrangères. Heureusement qu'on a des investissements étrangers. On est la 4e destination au monde pour les investissements étrangers et la 2e en Europe. Et quand je demande à les investissent en France, ils me disent on n'aime pas vos 35 heures, on n'aime pas vos lois sociales, mais on aime vos infrastructures et surtout on respecte la qualité de vos ingénieurs et de votre main-d'œuvre. Okay. Donc pour en revenir à ce point qui est tout à fait capital, comment expliquer que d'un côté du Rhin, nous soyons à moins 70 milliards dans notre commerce extérieur, c'est-à-dire dans la différence entre ce que nous achetons pour notre confort et ce que nous sommes capables de produire et de vendre, et plus 170 milliards côté allemand. Quoi ? Biologique par rapport aux Français, dans les usines, dans l'agriculture, dans les services. Non. Il n'y a que simplement, les Allemands, ils ont fait attention à leurs dépenses publiques, malgré la réunification qui a coûté fort cher. Ils ont fait attention à la dérive de la dépense publique, nous, insuffisamment. Et surtout qu'ils ont fait attention à leur compétitivité et qu'ils se sont organisés, filière par filière. Un Allemand, ça travaille 200 heures de plus par an qu'un Français. Un Allemand, l'Allemagne, un Allemand, ça paye en moyenne 15% de moins de charges sur son salaire qu'en France. Un Allemand, il est prélevé 15 points de moins sur sa richesse qu'un contribuable français. Vous voulez des explications? Elles sont là. Simplement, quand un Allemand perd son job, le temps de couverture, de protection, avant de reprendre un autre job, est beaucoup plus court. Et il n'y a pas la possibilité, comme en France, d'attendre que quelque chose qui lui convienne lui soit proposé dans un délai de 2 ou 3 ans. Si au bout d'un certain nombre de mois, il ne se remet pas au travail, ça s'arrête. Deuxièmement, dans une société allemande, quand le carnet de commandes se rétrécit, on ne vire pas les gens. On fait du travail partiel. Les gens acceptent d'être payés moins, ils travaillent moins, mais on ne les fout pas dehors. En France, on les met dehors. Et on les met sur le compte de l'État. C'est pas des choses très compliquées. Alors, après, on nous a dit, oh là là, il y a une fascination de l'Allemagne en France. Il n'y a aucune fascination de l'Allemagne. Moi, je passe mon temps à voir que les points de compétitivité, les parts de marché que nous perdons, nous, France, nous les perdons d'abord en Europe et nous les perdons aux Allemands, pas aux Chinois, pas aux Brésiliens. Nous les perdons d'abord aux Allemands, qui sont devenus beaucoup plus compétitifs que nous. Donc, il s'ensuit un certain nombre d'efforts que nous avons systématiquement menés depuis 2007. Nous sommes le premier gouvernement à avoir réduit le nombre de fonctionnaires dans ce pays, ce qui était la vache sacrée absolue de ce pays. D'ailleurs, nous l'avons fait au niveau de l'État, mais malheureusement, la décentralisation socialiste, 21 régions socialistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? 700 000 fonctionnaires en plus. Nous, on enlève 130, ils en rajoutent 700 000 en plus. Je vais vous donner un seul exemple que je connais bien, à Paris. En 10 ans, le maire de Paris, M. Delannoy, a augmenté de 10 000 le nombre de fonctionnaires. Aujourd'hui, il y a 40 000 fonctionnaires. Il a augmenté d'un quart le nombre de fonctionnaires. Et les impôts locaux ont augmenté de 25%. Si vous allez dans Paris, la ville, elle est mieux tenue, elle est plus propre. Jamais été aussi sale.
Les écoles sont mieux, il y a des maisons de retraite ouvertes, il y a des grues, il y a des constructions, il y a une activité quelconque. Rien. Par contre, on fabrique de la fonction publique et des amis et des réseaux financés par l'argent du contribuable et l'affaiblissement de notre pays. C'est ça le système socialiste. Dépenser du fric qu'on n'a pas et qu'on emprunte, parce que là on vit très agréablement, simplement on plante le pays à long terme. C'est ça qu'il faut arrêter. C'est ça qui est scandaleux. Et je vous dis une chose, ce que nous avons fait depuis 2007-2008, après la crise, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais la façon dont il a su gérer la crise, dont il a su sauver le système bancaire, Laure le disait, sans que les Français perdent leur épargne, que les banques nous remboursent ce qu'ils nous ont donné, ce qu'on leur avait prêté. La façon dont il a su organiser le G20, pour organiser une riposte du monde à cette crise, c'est quand même lui qui l'a inventé, le G20. La façon dont il a su, chez nous, prendre un par un les problèmes, réforme de l'université, parce que tout est dans l'innovation. Pour que notre pays existe à l'échelle mondiale, il faut l'innovation. Donc c'est l'université, c'est le crédit impôt recherche dont bénéficient nos sociétés grandes et petites. C'est OSEO. Qu'est-ce que c'est OSEO? OSEO, c'est la banque des entreprises. On s'est aperçu que le secteur privé ne finançait pas l'investissement. On a créé une banque publique. Nous, la droite, on a créé une banque publique pour aider les entreprises. Et on est en train d'en créer une deuxième qui est tournée plus spécifiquement vers les très petites entreprises. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait quelque chose de très important en 2008-2009. On s'est rendu compte que depuis De Gaulle et Pompidou, il n'y avait plus de politique industrielle dans ce pays. Toutes les choses dont nous sommes fiers en France, les Airbus, les TGV, les centrales nucléaires, les avions de combat, l'industrie de défense, tout ça, ce sont des décisions qui ont été prises sous De Gaulle et Pompidou. Il y a 40 ans, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de politique industrielle. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un comité stratégique, Juppé, Rocard, on a décidé, voilà, quelles sont les technologies majeures où le pays doit être à l'avenir. On a fait un fonds stratégique d'investissement, on a mis de l'argent, et on est en train de construire des filières industrielles d'avenir indispensables. Le plateau de Saclay, les pôles de compétitivité, toutes ces choses ont été faites. Et aujourd'hui, quand je vais voir nos PME, et Laure l'a vu, quand je les emmène à l'étranger, on a des outils pour les aider. Alors ça ne marche pas parfaitement bien encore, parce qu'il y a les régions, il y a toutes nos habitudes gauloises de dispersion, d'émiettement de la décision. Et là, ce n'est plus du temps du général. On a 22 régions et ces gars se prennent pour des ducs de Bretagne, des ducs d'Aquitaine, des vicomtes de je sais pas quoi. Plutôt que jouer des trucs. En Rhône-Alpes, tenez, en Rhône-Alpes, l'hôtel de région, M. Kéran, fonctionnaire, qu'est-ce qu'il s'est fait le gars? Il s'est offert un hôtel de région, 200 millions d'euros. Cathédrale de Verre, président de région. 200 millions d'euros. Et comme il y avait l'expédition universelle à Shanghai, il pensait que le pavillon de la République française ne suffisait pas, il s'est construit un autre pavillon. Le pavillon Rhône-Alpes, 14 millions d'euros, dont il ouvre un étage aujourd'hui pour installer son ambassade à lui. Parce qu'il faut savoir que M. Kéran, il a 22 ambassades à travers le monde, qui sont les ambassades de la région Rhône-Alpes. Demandez à un Chinois ce qu'il pense de la région Rhône-Alpes, le mec il se roule par terre, quoi. Il sait même pas où c'est la région Rhône-Alpes. Il sait à peine ce que c'est que la France. La France, ça correspond à la banlieue de Canton. Ils viennent pour la galerie Lafayette et le Printemps, et la Tour Eiffel. Mais qu'est-ce que c'est que 50 millions de personnes vu de Chine? Alors la région Rhône-Alpes, vous comprenez, c'est un peu délicat quand même. Mais ces mecs, ils ont... Ça me rappelle la blague de Pujol. Je ne vais pas raconter la blague de Pujol. Pujol, c'est l'autre fou de Catalan qui était président de la Catalogne pendant des années et des années. Et alors un jour, il va à Pékin, il rencontre Deng Xiaoping, il dit « Je suis le président. » J'ai dit « Le gars dit « Vous êtes qui ?» Il dit « Je suis le président de la Catalogne. » « Catalunya !» Le gars dit « Ah bon, mais vous êtes beaucoup ?» Je dis « On est au moins 4 millions. » « Et dans quel hôtel vous êtes descendu ?» Le type, il se fait 22 ambassades. Le problème, c'est que, à l'arrivée, c'est quand même le contribuable français qui paye. C'est le même contribuable. Nous, on a des dispositifs d'État. On a OSEO, FSI, UbiFrance. On a le réseau diplomatique de la France qui est chargé de faire ça. Ben non, ils inventent des ambassades. La gabegie, je dis.
Bon, alors voilà, maintenant, il s'agit de regarder tout ça avec beaucoup de sérénité, un peu d'humour, beaucoup de sérieux, mais beaucoup de sérénité. La situation est très sérieuse pour l'Europe, très sérieuse. Ceux qui vont sortir de cette Europe, cette ornière, c'est les Allemands et les Français. Oubliez les autres, c'est même pas la peine. Les Anglais vont faire autre chose. Les pays du Sud sont dans la grande difficulté. Il n'y a que la France et l'Allemagne. S'il n'y a pas la France, ce sera l'Allemagne seule. Et si c'est l'Allemagne seule, il y aura problème. Moi, je vous... D'accord? Donc, à partir de là, on prend une grande respiration, on arrête les conneries sur le thème « Allez Français n'aiment pas Sarko ». Comme disait mon vieux maître Raymond Aron, la politique, c'est pas l'art du préférable, c'est l'art du moins pire. Donc vous prenez le mec de gauche, vous lui dites, attendez, vous voulez quoi au juste dans cette histoire? Vous voulez vous faire plaisir avec le rêve français ou vous voulez avoir des vrais problèmes en Europe? Et je suis sûr, je suis sûr à l'arrivée que cette élection sera gagnée par nous, parce que je pense que les Français ont beaucoup plus de bon sens qu'on ne le croit. Alors, ils ont eu des raisons de s'énerver contre le président de la République, qui aurait pu se passer d'une ou deux de ces choses qu'il a faites, d'ailleurs qu'il a reconnu hier, plus ou moins à la télé. Il a du mal à reconnaître, hein, vu sa personnalité, il a du mal. Mais bon, cela dit, il a fait le job. Et moi, je le connais assez bien quand même depuis une vingtaine d'années. On n'a pas toujours été dans le même camp, parce que quand lui faisait la campagne de Balladur, moi j'étais resté fidèle à Chirac. Mais c'est quelqu'un qui est courageux. Hyper intelligent, hyper travailleur et courageux. Il a le caractère qu'il a, on a tous des défauts, moi aussi. Mais pour le pays, dans un temps de tempête comme celui-là, il vaut mieux avoir quelqu'un de totalement expérimenté. Je vais vous faire une dernière confidence. Moi, depuis Sarkozy, j'ai été successivement chargé de l'Afghanistan, puis ensuite j'étais ministre de l'Europe et maintenant du commerce extérieur. Ça fait donc, j'ai consacré ma vie aux affaires publiques. J'ai été élu 4 fois à l'Assemblée nationale. 4 fois. C'est mon 4e mandat. Donc je commence à avoir quelques kilomètres au compteur et à savoir ce que c'est que le métier politique. Mais je vous dis une chose. Le fait d'exercer des fonctions ministérielles depuis 3 ans et demi. Je ne parle même pas d'Afghanistan qui était un travail ministériel aussi, mais sans le titre. 3 ans et demi, 4 ans de travail ministériel, ça change complètement la norme. Quand vous passez du job de député, qui est un job important, de législateur, où on travaille beaucoup, à une fonction ministérielle, vous avez affaire à l'appareil d'État, à l'administration, à la France. C'est une expérience sans équivalent, qui vieillit beaucoup son homme d'ailleurs, qui donne beaucoup de maturité. Quand je regarde François Hollande, je me dis, il est totalement invraisemblable qu'un garçon qui n'a fait que d'être fonctionnaire toute sa vie, depuis l'âge de 18 ans, il reçoit un chèque tous les mois, fonctionnaire, qui n'a connu que ça, qui a été apparatchik en chef du Parti Socialiste pendant 10 ans. Qu'est-ce que c'est qu'un secrétaire général de parti, même à l'UMP? C'est pas facile, il faut composer toute la journée, il y a des égos partout, il y a des lignes politiques de partout. C'est compliqué de garder un calme. Mais au Parti Socialiste, alors, les courants, les machins, les synthèses, extrêmement présidentiels, quelle blague! Quelle blague! Quel intox de la part de la presse! Moi, je vous dis, confession personnelle, expérience personnelle, quand vous avez été en charge de quelque chose, d'un département ministériel important pour le pays, voilà, c'est une expérience lourde, tout à fait honorable, importante, mais lourde. Quand vous faites de la politique dans un parti comme le parti, c'est une autre histoire. On le voit, il n'y a pas de danger, il y a des coups tordus. Franchement, dans l'intérêt de notre pays, de nos enfants, dans l'intérêt aussi de l'histoire qui est en marche et de l'Europe, pour moi, il n'y a pas photo dans cette élection. Il faut absolument solide et fier de notre bilan, lucide sur les failles énormes de l'adversaire et aller à la rencontre des Français pour leur dire les choses, sans s'énerver,
mais en les prenant comme des adultes. Voilà. Je vous le dis avec beaucoup de gravité, beaucoup de sérénité, on va leur exploser la gueule. Bonsoir, messieurs. Je voudrais juste vous dire un mot parce que je voudrais chaleureusement remercier toutes les personnes qui ont préparé la salle. Je voudrais citer bien sûr Marie Goudet qui s'est occupée du buffet, Héloïse Mazet, Anne-Sophie Audi, Suzanne Parent, enfin tous, peut-être que je ne sais pas lesquels, mais soyez chaleureusement remerciés aussi pour la décoration, les jeunes pop qui sont là, bravo à tous. Merci d'être venus si nombreux et on discute autour d'un buffet. Merci. Et Pierre Lelouch, et Pierre a apporté quelques livres, si vous êtes intéressé par son livre, moi il me l'a gentiment donné, c'est passionnant, donc n'hésitez pas à lui acheter un livre sur la mondialisation. Merci.